Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode Dans la voûte Rouge et Or. Aujourd'hui, dans la voûte, on célèbre un anniversaire bien spécial. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 3 juin 2010, l'équipe masculine de golf Rouge et Or remportait le tout premier championnat des universités et collèges canadiens de son histoire. Avec nous pour revivre ces beaux moments, il était l'entraîneur-chef du club Rouge et Or à l'époque, Frédéric Théberge. Salut Frédéric. Bonjour, bonjour. Et un joueur clé de cette édition championne 2010, natif de Saint-Brieuc en France, Clément Hervieux. Salut Clément. Salut Mathieu, salut tout le monde. Merci messieurs de replonger avec nous dans la voûte. Le club de golf Rouge et Or a remporté le titre national à 3 reprises jusqu'à maintenant. Mais évidemment, la toute première conquête va toujours revêtir un cachet particulier. Puis, il y a plusieurs choses qui ont mené à cette grande victoire-là. Frédéric, toi, évidemment, tu as participé à la fondation du club de golf Rouge et Or que tu as coaché pendant 13 ans jusqu'en 2012. Mais quand tout ça commençait en 99, est-ce que tu pensais qu'un jour vous pourriez aspirer aux plus grands honneurs? Dans le fond de moi-même, oui. À ce moment-là, en 99, il y avait juste 6 équipes canadiennes à ce moment-là. Puis le réseau canadien se développait. Le réseau québécois, il y avait juste un championnat provincial. Il y avait quand même une dizaine d'universités qui participaient. Puis, il y avait comme un mouvement au niveau national d'engouement même d'aller chercher beaucoup plus de compétition, faire un peu un circuit là, à l'intérieur de chaque province, puis après ça, se rencontrer au Canada. Puis, les premiers championnats canadiens ont eu lieu, je vous dirais peut-être début 2000. Puis après ça, tranquillement, pas vite, c'est venu assez gros. Puis, en golf, évidemment, la température, il y est pour beaucoup. Fait que c'est certain que dans l'Ouest, il était très avantagé. On parle de Victoria, Vancouver et compagnie. Fait que c'est beaucoup ces universités-là, donc Vancouver. Avant ça, Simon Fraser était là, mais ils ont débarqué de la Ligue à un moment donné. Mais ils étaient avantagés, puis ils ont quasiment tout raflé là, dans les premières années. Fait que nous autres, l'objectif, c'était de bien se classer, c'était de faire la coupure parce que je vous dirais que je ne sais pas en quelle année exactement, mais il y a eu 20 équipes assez rapidement. Puis sur 20 équipes qui prenaient au championnat canadien, après 2 rounds, il en coupait 3 rounds, je crois, il coupait 10 équipes. Donc, on se retrouvait à 10 équipes à la fin. Fait que, les premières années, évidemment, on s'en allait chez nous après 3 rounds. À partir de 2007, si je ne me trompe pas, on a commencé à faire des coupures. Puis à un moment donné, on a fini 4e une année. Ensuite, 3e. Ensuite, 2e, comme Clément tantôt parlait. Puis en 2012, on a fini premier. Fait que, tu sais, il y a eu 4 années successives où on a fait 4, 3, 2, 1. Fait que, non, c'était vraiment... c'était dans mes objectifs, mais en même temps, au début, on ne pensait pas que ça pouvait être possible. Mais avec le recrutement qu'on a fait, avec la structure qu'on a apportée, ça a porté fruit, là. Parlons-en du recrutement, parce qu'évidemment, dans le sport universitaire, ça fait foi de tout et ça ne fait pas exception au golf. Et quand le club a commencé à recruter à l'international, là, évidemment, je pense que ça a commencé à changer la donne. Arrive Clément Hervieux, que le Rouge et Or a recruté en France. Clément, comment c'est arrivé cette opportunité-là d'étudier au Canada et jouer au golf avec le Rouge et Or? Ouais, en fait, j'étais le 2e. Le premier, c'était mon compatriote, puis un de mes meilleurs amis qui s'appelle Alexis Engert. Lui, il est arrivé en 2006. En France, le sport étudiant-athlète n'est pas développé dans le golf et donc les bons joueurs amateurs français vont être amenés à aller plus aux États-Unis. Puis, il faut vraiment être très bien classé pour avoir une bonne division 1. Et Alexis, lui, était proche d'avoir eu une belle université aux États-Unis, mais ça ne s'était pas fait. Puis, il est rentré, je ne sais pas comment, en contact avec Fred. Puis, il est arrivé en 2006. Et donc, j'étais déjà ami avec Alexis dans ce temps-là. Donc, quand il rentrait après ces 2 sessions à l'université, l'été, on jouait tous les tournois, tout le circuit français ensemble. Et il me vantait justement tous les mérites du programme Rouge et Or. Et je suis rentré en contact avec Fred. Et c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. J'avais le goût de voyager, j'avais le goût de continuer mes études, j'avais le goût de faire du golf. Et donc, Alexis m'a présenté Fred. Avec Fred, on a discuté. Et Fred avait regardé mon CV golfique, puis mon CV également au niveau universitaire. Puis, c'est comme ça que je suis rentré à l'Université Laval. À la base, j'étais censé rester 2 sessions. Et ça fait 12 ans que je suis là maintenant. Mais ouais, ça a été par l'intermédiaire d'Alexis que moi, je suis venu. Donc, on était 2 Français sur le top 5 partants pour l'équipe de l'Université Laval. Donc, ça, c'était le début du recrutement un peu à l'international. Puis, il y en a eu d'autres par la suite d'excellents joueurs. Il y a eu
Il y a eu Hugo Cousso, Stanislas Katurla, il y a eu Arthur Nkele, il y a eu plusieurs joueurs qui ont poursuivi par la suite. Justement, ça a donné une belle notoriété au programme. Puis nous, on était déjà des intermédiaires, puis on pouvait leur communiquer justement qu'est-ce qu'on avait apprécié de l'expérience au Québec. Donc, le recrutement à l'international a pu continuer pour continuer à faire en sorte que l'équipe soit le plus fort possible, en fait. Évidemment, pas de doute que ça a été un impact important. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, qui a amené le programme à un autre niveau. Tu parlais tantôt, Frédéric, du fait que la température joue pour beaucoup. Vous avez trouvé une façon d'y remédier en quelque sorte avec les camps d'entraînement dans le sud, l'hiver, en Floride, Caroline. Ça aussi, ça a changé la dynamique. Comment ça s'est amené tout ça? On a toujours fait un camp en Caroline, là, même Floride, pendant le spring break. Puis, à un moment donné, avec mon collègue de travail et ami Fred Colgan, qui dirige une école pour juniors à Québec, on a pensé à faire un programme qu'on appelle à Floride ou un programme à l'étranger. C'était quelque chose que... en fait, je vais l'expliquer grosso modo, c'est que la session d'automne, les étudiants, ils la passaient à Québec, à l'Université Laval, en salle. Et puis, à ce moment-là, rendu en janvier, c'était des cours à distance qui se faisaient. On a eu un partenariat avec la faculté d'administration, en particulier parce que c'est la faculté, la plupart des golfeurs, je vous dirais, allaient dans cette voie-là. Fait que, à ce moment-là, attends un petit peu. Viens ici. C'est pas grave, c'est pas live, hein? Non. Je sais pas si vous connaissez ce moineau-là. Ah non! Impossible! Wow! Elle est belle, celle-là! Elle est belle. On dit, Mathieu, explique. Ça, c'est un de nos joueurs. Il n'était pas sur l'édition 2010, mais il était en 2012, il était là. Mais non, je sais 2010. 2010? Mais oui, 2010, il était là. C'était nous autres. Il est sur le cadre en arrière. Ben ouais. Qui était là en plus. Ah, mais. Quelle est belle! Ah l'enfer! Oui. Bon, on a un invité spécial, c'est bon. Non, mais Mathieu Blouin qui était sur l'équipe, excuse-moi, je pensais que tu n'étais pas sur l'équipe. Mais t'as-tu participé au start, hein? C'est une jour que je niaise. Les 3 fois en plus. Ah, OK, go! Continue pas on fait comme je T'es rendu où, là? On parlait du camp Floride, tout ça. Comment tout ça s'est C'est ça. Fait qu'avec la faculté d'administration, on a eu une collaboration qui faisait qu'on est capable de faire un programme sur 4 ans au niveau académique qui se passait vraiment en cours à distance pendant l'hiver. Il y a certains programmes qui sont ajustés à ça, dont Jean Julien, justement, qui était en actuariat. Il a pu quand même faire quelques cours à distance là, pendant l'hiver. Fait que tout ça pour dire que les athlètes passaient 3 mois en Floride à se la couler douce. Non, c'est pas vrai. Ça coûtait quand même assez cher. C'était intense. Mathieu l'a fait, je pense, une fois ou 2 fois. Une année. Clément aussi, tu l'as fait, je pense. Non, je l'ai faite, mais en assistant coach, j'ai fait plus de semaines. Ah oui. Sinon, j'étais resté la première année, ouais. J'étais resté à Québec. Alors, fait que il y a des gars qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, honnêtement, je pense que ça a paru, Mathieu, peut-être en parler, là, quand tu prépares tout l'hiver, puis tu arrives au mois de mai. C'est souvent le mois de mai, ici, tu commences à jouer au golf, ça te prend quand même un certain temps avant de te mettre en golf shape, tu sais, on peut dire. Mm-hmm. Les gars, quand même, ils arrivaient ici, ils étaient beaucoup plus préparés. Ils avaient pu travailler sur des aspects plus techniques, plus fondamentaux, qu'on n'aura pas besoin de faire ici pendant l'été. Fait que je ne sais pas si tout ça t'a aidé, Marc. Moi, ça a changé ma vie, ce programme-là. Mais c'était incroyable, ce programme-là. Puis, dans le fond, Fred, ça faisait 15 ans qu'il était à la quête de son championnat canadien. Non, mais c'est vrai, là. Puis, tu sais, c'était vraiment gros, là. Puis, non, mais tout le monde rit, mais c'est vrai. Puis, dans le fond, les gars, ça nous met vraiment à cœur, tu sais. Justement, là, être les premiers dans quelque chose, tout le temps de quoi de particulier. Mm. Puis, justement, ce programme-là, personnellement, je trouve que c'est un peu une petite perte pour le ROGA, mais pour nous, dans le temps, c'était parfait là, parce que le calibre était incroyable, là, surtout l'année 2012 avec Hugo, puis Charles Côté, puis Mac Gilbert, qui après ça, il a gagné. Mais c'était un programme incroyable. Puis c'est à cause de ça qu'on a gagné. Sinon, selon moi, il n'y aurait jamais eu de championnat canadien si ce n'était pas de ce programme-là.
que Fred avait monté. Ah, c'est clair que l'équipe avait level up. Ça permettait de s'entraîner sur tous les aspects du golf. Ça, comme Fred dit, on arrivait game shape, on était mi-avril, fin avril, alors qu'on avait 2 mois d'avance en fait sur notre golf. Donc pour arriver pour les championnats canadiens, c'était A1. Puis justement, pour reprendre ce que Mathieu disait, ça tenait à cœur à Fred justement, parce qu'on le savait que de mémoire, Fred, tu étais étudiant athlète et tu avais lancé le programme à ce moment-là quand tu étais encore étudiant? Non. Tu avais fini? Le programme à l'étranger, tu parles? Non. Les premières années du Rouge et Or Golf, puisque il me semble que c'est toi qui avais créé le programme. Effectivement. Tu étais étudiant à ce moment-là? 90. Tu as quelle année, toi, Mathieu, la fondation? C'est-tu 99 ou 2000? J'ai 99. 99, hein? Ouais. Moi, j'ai été étudiant, dans ce temps-là, il y avait plus un programme d'automne, si on voulait. J'ai étudié en 3 années. Puis à la dernière année, quand j'étais étudiant au bac en éducation physique, on a parti le programme du Rouge et Or en 99, c'est ça. Puis après ça, j'étais en premier entraîneur-chef. J'avais toujours Fred Cogan qui me donnait un coup de main en arrière. Après ça, on a monté ça pendant des années. Puis je pense que c'est en 2007 que le programme à l'étranger a vu le jour. Et justement, je me souviens que la première fois par rapport à Alexis, il m'en parlait. J'étais encore en France, j'avais même pas mis les pieds encore au Québec. Il me parlait d'une victoire au championnat canadien, que c'est ça qui était le plus important pour le programme. Puis la première fois que j'ai rencontré Fred au PEPS, c'était au mois d'août 2008. Et dès la première rencontre, il m'en avait parlé. Si tu es là en tant que recrue, si on a mis tous les efforts pour que tu puisses intégrer l'équipe, c'est pour que tu donnes ton 100%, fasses partie du top 5 et qu'on aille chercher le championnat canadien. Fait que tout était déjà très clair à ce moment-là. Je trouvais ça fou comme vision que Fred, parti comme étudiant, qui crée le programme, puis que justement 10-15 ans plus tard, de par le programme que Mathieu a participé en Floride l'hiver, que d'en arriver là et d'en arriver par la suite à gagner le championnat canadien, c'était extraordinaire. Ouais. Puis évidemment, on voyait la montée en force du programme. Tu sais, Fred t'en a parlé tantôt. 2007, 4e position au championnat canadien. 2008, sur le podium en 3e position. 2009, 2e position. Donc, on est juste une année avant. Clément, tu faisais partie de cette formation-là qui avait presque touché à la victoire en 2009. J'imagine, quand les gars de l'équipe, c'était clair, il fallait aller jusqu'au bout cette fois-là. Exact. Moi, il fallait aller jusqu'au bout. Puis, on avait fini 2e, mais on avait fini quand même de mémoire assez loin des premiers, qui étaient l'Université de la Colombie-Britannique. Puis la 2e année, on est arrivé, il y avait un joueur supplémentaire qui était notre capitaine, Julien Proulx, qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Il était dans le programme, mais étais-tu là, Fred, la première année, Julien? Je me souviens plus. Peut-être aussi, mais peu importe. Mais il y a Mathieu qui avait participé la 2e année. Puis c'est ça, on était tous des amis, on s'entraînait tout le temps, on jouait tout le temps ensemble. Il y avait ce programme-là qui avait été mis sur pied. Puis c'est ça, le championnat en tant que tel, on voulait le gagner, on voulait aller le chercher. C'était clair pour nous, en fait. Puis toi, dans le fond, est-ce que tu savais déjà que ta carrière universitaire de golfeur se terminait avec le championnat canadien? C'était-tu déjà décidé avant? En fait, pour être franc, moi, au niveau des études, j'avais déjà un bac en France. Puis quand je suis venu ici au Québec, j'ai choisi un certificat qui était plutôt relativement facile, on va dire, pour me consacrer plus au golf puis à la découverte du Québec, prendre ça, être un petit peu plus tranquille. Puis mon certificat, je ne l'ai pas complété la première année. Puis Fred m'avait, on va pas dire forcé, mais il m'a dit, regarde, on a fait 2e au championnat canadien, tu n'as pas terminé ton certificat. Faut que tu reviennes, faut que tu complètes au moins, si jamais tu décides de retourner en France, il faut que tu aies un diplôme. C'est reconnu à l'international, c'est bon pour toi, pour tes études. C'est bon pour nous aussi pour le programme. Puis il faut que tu reviennes pour continuer à faire partie de l'équipe et aller chercher le championnat canadien. Donc c'est là que je suis resté une 2e année. Puis c'était un go automatique en fait. Donc je me suis organisé pour revenir directement. Donc on est première année 2008-2009, 2e année 2009-2010. Ouais. Et ça se complétait donc avec le championnat des universités et collèges canadiens qui se tenait en 2010 sur les allées du club Kingswood Park à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Frédéric, peux-tu me parler de ta formation? Dans le fond, je pense que tu partais en confiance avec tes 5 gars, Clément, Julien Proulx qu'on a parlé, votre capitaine, Alexis Engert, Mathieu Gingras et Mathieu Blouin, ici présent. Je pense que le niveau de confiance était bon. Quel adon, c'est incroyable. Oui. Il joue aujourd'hui au club, puis là, il me dit salut dans le parti, puis j'ai fait Okay. Honnêtement, on avait vraiment un esprit d'équipe assez incroyable. Les gars, ils se tenaient beaucoup. Moi, j'y crois beaucoup à ça, même dans un sport individuel comme le golf, parce que au golf, c'est facile de lâcher. Tu sais, c'est facile de lâcher quand tu joues ta propre game, malgré que tu ne peux pas vraiment si ça se fait. Tu sais. Mais en équipe, tu
penses toujours à l'autre, tu penses toujours aux autres joueurs qui attendent tes résultats, puis tu veux pas déplaire, puis au contraire, tu veux plaire à toi-même, à tes coéquipiers, puis tu veux aussi représenter fièrement ton université. Fait que, tu sais, un gars comme Clément, comme Mathieu, Julien, c'est des gars qui sont vraiment des gars qui vont encourager les autres, qui vont aller chercher le maximum de tout le monde. Tu sais, Fait que, pour moi, ça, c'est la base. Au niveau golfique, c'est tous d'excellents joueurs. Et Mathieu Gingras, on n'en parle pas beaucoup, mais Mathieu, c'est un gars qui vient du Nouveau-Brunswick. Puis Mathieu, il connaissait bien le terrain là-bas. C'est un gars qui était toujours régulier. Tu sais. Mathieu, il pouvait pas... C'était le meilleur golfeur de l'équipe. C'était le plus constant. Ouais. C'est lui qui avait fait les meilleures performances. Donc, c'est ça. Il arrivait en haut de 72. Il disait, Mathieu, ça fait le pas, t'es malade. Il y a quelque chose. Puis tout le monde était capable de scorer, entre guillemets, parce que la clé là-dedans, au niveau universitaire, c'est d'être capable de descendre en bas du par. Puis c'est comme ça qu'on est capable de gagner des championnats canadiens. Si tu joues 72, 75, oublie ça, là, c'est impossible. Fait que, à moins d'un parcours très difficile, là. Fait que si chaque personne est capable de scorer, entre guillemets, ben à ce moment-là, il y a une chance. Fait que, non, moi, la formation qu'on avait, c'était pour moi bon, je pense que la meilleure, c'est sûr, on l'a gagné. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de profondeur à ce moment-là dans l'équipe. C'était fou le bassin de joueurs qu'il y avait, même au niveau provincial amateur pendant l'été, ça scorait fort. Et même, je me souviens que le 5e spot, tu avais un 6e et un 7e joueur qui aurait pu le prendre. Il y avait une profondeur de l'équipe qui était vraiment forte dans ces années-là. 2010, 2011, 2012, il y avait énormément de joueurs qui ont tourné pro par la suite, du moins au Québec ou au Canada. Puis je pense que c'est parmi ces années-là, ce bassin de joueurs-là qui a été le plus fort, en fait. Dans ces années-là, 2010, 2011, 2012, le niveau était vraiment relevé. La confiance était là, mais ça n'avait pas débuté comme vous l'auriez espéré. Hein. Si on parle de la première ronde de ce championnat canadien-là, du moins au classement, après les 18 premiers trous, vous étiez 6e à 7 coups des meneurs, qui était l'Université de Montréal à ce moment-là. Toi, Clément, qu'est-ce que tu te souviens de cette première ronde-là, toi? C'était mauvais. En fait, l'average de l'équipe était vraiment standard. Il était vraiment au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de produire pendant les années précédentes. Parce que justement, pendant l'hiver, quand les gars partaient, justement, ils avaient l'occasion de jouer contre des universités américaines et c'est arrivé que le Rougeur gagne contre les universités américaines. Même pendant l'automne, on partait jouer dans le nord-est des États-Unis. On figurait tout le temps bien sur le niveau RSEQ provincial. Ça se passait super bien. Puis là, on était vraiment au-dessus en average de ce qu'on produisait habituellement. Puis, on a eu un bon speech avec Fred comme coach, comme quoi on l'avait échappé, qu'on avait du retard et qu'il y avait encore de la route et que c'était encore possible. Mais ouais, la première ronde, c'était pas bien passé. C'était pas mauvais en tant que tel, mais c'est que tout le monde avait joué du golf standard. Tout le monde avait sorti quelque chose comme 74, 75. Donc, tout le monde avait joué un petit peu moins bien que ce qu'on avait l'habitude de faire. Puis au final, c'est ça, on était classé 6e. Te souviens-tu, Frédéric, qu'est-ce que tu leur avais dit exactement dans ce fameux speech après la première ronde? Non, honnêtement, non. C'était pas un speech en tant que tel, comme des mots bien précis, mais c'était plus une énergie qu'il y avait dans la chambre qui était comme là on ne peut pas l'échapper. Là, on est ici, on a l'équipe, c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe. Il faut absolument réveiller puis revenir avec un plan de match demain. Là. Je peux te lire un article de l'époque où tu parlais justement, Frédéric, après cette première ronde-là, puis tu avais dit: à cette étape, nous savions que nous étions en contrôle de la situation. Nous avions laissé beaucoup de coups sur le terrain, mais dans l'ensemble, le jeu des 5 gars était à point. Ils étaient capables de jouer. Alors, malgré la position au classement, malgré cette première ronde plus difficile, tu étais confiant quand même que le vent allait tourner? Oui. J'en reparle encore quand on choisissait nos joueurs, je le faisais avec... dans ce temps-là, c'est Mathieu Paradis qui était mon adjoint. T'sais, on avait des gars comme Mathieu Gingras qu'on savait qui était top 1 dans l'équipe. Tout ça, fait qu'on choisissait nos joueurs en fonction, oui, des performances, des moyennes, comment ça marchait, comment ils performaient, mais beaucoup, je vais le dire en bon québécois, là, comment la personne avait du chien. T'sais. Alors, un gars comme Mathieu Blouin, Clément, c'est des gars qui abandonnent jamais sur une track de golf. Fait que on savait que dans un championnat comme ça, où c'est la pression,
les conditions sont pas comme chez nous. Il faut s'adapter. Fait que c'est des gars qu'il fallait avoir sur l'équipe justement pour ça. Il y avait les performances, mais moi, je crois beaucoup à ça, au niveau d'attitude. Beaucoup au niveau d'attitude. Fait que c'est très confiant parce que je voyais des gars, ils étaient quand même, moi, j'ai vois sur le terrain, je vois un peu comment ça se passe, puis je vois un peu comment les gars sont capables de jouer, puis effectivement, dans ce temps-là, la première ronde, même si les résultats étaient moyens, ben, je savais qu'il avait perdu des coups un peu niaiseux un peu partout. Fait que, à un moment donné, ben, ça n'a pas le choix de. Il fallait que je leur donne confiance. Les gars, vous êtes capables, là. C'est juste que là. Puis c'était une track, je ne sais pas si tu te rappelles, Matt, une track qui était scorable, là, tu sais. Facile. Ouais. Fait que, on était capable d'aller chercher des pointages bas. Fait que, genre de parcours où est-ce que tu peux revenir de l'arrière facilement, là. Comme de fait, le lendemain, lors du début de la deuxième ronde, l'équipe part en feu. Après 7 trous, l'écart de la veille avait déjà été rattrapé. Mais on a parlé de météo tantôt. C'est là que la pluie s'est invitée sur le parcours, semble-t-il. La météo a joué un rôle important dans ce championnat-là, évidemment. On va en parler plus tard par rapport à tout ça. Mais à ce moment-là, dans la deuxième ronde, quand on annonce l'interruption du jeu, alors que vous étiez parti pour la gloire, est-ce que c'est fâchant de perdre ce momentum-là? Ben, de mémoire, en fait, on était, comme tu l'as dit, 6e à 7 coups. Il y avait seulement 25% du championnat qui était joué. C'est 4 rondes normalement. Donc là, on avait seulement une ronde. Puis après seulement quelques trous de la deuxième journée, on était déjà revenu en pole position. Fait que de se réactualiser seulement quelques trous plus tard, comme quoi on avait déjà refait notre retard, puis qu'il y avait encore la moitié du championnat, sinon plus, à jouer. Moi, de ce que j'ai comme souvenir, ça a donné un gros boost en fait. On s'est réunis en tant qu'équipe. Ça y est, on s'est repositionné, on est en tête. Là, on a juste à attendre que la pluie passe, mais on était boosté. Mentalement, on était prêt à continuer pour aller chercher le lead jusqu'à la fin, en fait. Je suis curieux de voir comment on gère cette situation-là, Frédéric. La deuxième ronde a dû être complétée le lendemain, ce qui fait qu'on a dû jouer la troisième ronde sur 2 jours également. Comment tu gères cette situation-là à ce moment-là avec les gars? C'est une bonne question, ça. Comment on fait ça? Ben écoute, c'est. Il y a un peu de physique là-dedans, dans le sens qu'il faut que les gars se reposent parce que le lendemain, il y a quand même. Je ne sais pas combien il y avait de trous à faire. Là. Il y avait le 18 plus. Je pense qu'on avait 27. Ouais, je pense que ça 18 et 9 pour un 27. Ouais. Fait qu'il y a un peu de physique de ce côté-là, fait qu'il faut que ça repose, mais je ne sais pas si je me rappelle, les gars, on était allés jouer au Laser Tag. Laser Tag. Je ne sais pas si c'était soirée-là ou avant, je ne me rappelle plus, là, mais. C'était pour s'occuper un peu, je pense. Je voulais que les gars se décrochent un peu, tu sais. On ait du fun, qu'on se tienne ensemble et qu'on décroche tout simplement. Puis, parce que quand tu restes trop dedans, le lendemain matin, tu n'es plus là, tu es brûlé un peu, puis tu es stressé, tu sais. Fait que c'est pas ça le but. Le but, c'est de décrocher, puis le lendemain, on prendra notre job, tu sais. Ouais. Je pense que ça a porté fruit parce que cette troisième journée-là, en fait, si on peut dire, hein, elle était très bénéfique, là. Très, très bénéfique, même. Ouais. C'est là qu'on a gagné. Après la troisième ronde. Ouais, c'est ça. La deuxième ronde, en fait, la première, je pense qu'en équipe, on a joué plus 8 et la deuxième ronde, on a joué moins 2, ce qui donnait 10 coups de mieux pour 4 cartes. Fait que chaque joueur avait joué 2 coups et demi de mieux environ que la veille précédente. Donc, c'était parti. Ouais. Et là, après la troisième ronde, vous êtes en tête par 10 coups sur UBC et Humber College. C'est quoi le feeling entre les gars à ce moment-là? It's all over. We did it. Mais ouais, on est monté. La première journée, ça avait été un peu slow, puis après, on a repris notre niveau. Dans le fond, on a fait plus 8, moins 2, moins 3. Donc, on a joué moins 5 en équipe sur 2 rondes dans des conditions pluvieuses avec des arrêts de jeu. C'était ultra solide. Puis comme Matt l'a dit, là, on le savait l'organisation ne pourrait pas faire en sorte qu'il y aurait une 4e ronde. Donc, il y avait une attente qui était longue. Je me souviens, on était tous au chalet. Mais on était tous connectés avec notre radar sur l'application mobile pour voir un peu qu'est-ce qui s'en venait. Le terrain était détrempé. Il y avait 9 chances sur 10 pour que la 4e ronde n'ait pas lieu et c'est ce qui s'est passé. En dedans de nous, on était déjà en train de fêter puisqu'on savait que l'organisation ne pouvait pas partir pour une 4e ronde et closer avec ça. Et ouais, tout le monde dans le clubhouse. Et là, plus les minutes avançaient dans le fond et plus on avait de chances de gagner parce qu'on ne repartirait pas. Donc, on attendait la décision finale du comité organisateur, mais on le savait que ça s'en venait et que le titre allait être pour nous, en fait.
Est-ce qu'il y a une partie de vous autres qui était quand même un peu déçue de ne pas pouvoir jouer la dernière ronde puis vraiment mettre la touche finale à cette victoire-là? Oui, toute l'équipe, on aurait voulu le faire comme il faut. Là. Ouais. Là, dans le fond, c'était comme fait, mais c'est un peu donné vu que c'était juste 3 rondes. C'est pas donné. C'était pas donné, on l'a mérité, mais on aurait aimé ça mettre un gros point d'exclamation, disons. Ouais. On savait qu'on l'avait pour ça, puis on l'avait. Ouais. Comment vous l'avez célébré, cette victoire-là, quand vous l'avez su officiellement? Vous étiez dans le clubhouse à ce moment-là? Ouais, il y a toutes les autres équipes qui sont là en même temps. Nous, on est réunis sur une table à Laval. Toutes les autres équipes sont sur les autres tables. Tout le monde est habillé avec leur rain suit, puis se demande si on va partir. Finalement, on apprend qu'on part pas. Fait que c'est sûr qu'on explose de joie, puis ça y est, comme Mathieu il dit, we did it, on l'a fait, ça y est. On est champion canadien enfin. Mais on garde une petite réserve. Toutes les équipes sont juste à côté. Je sais pas toi, Fred, si tu as des souvenirs par rapport à ça, mais... Ben, moi, je me suis réveillé le matin même. J'étais avec Mathieu dans la chambre, je me rappelle, j'entendais la pluie tomber. Puis il y avait déjà tombé beaucoup de pluie les 2 jours d'avant. Fait que le terrain, il ne pouvait pas en prendre beaucoup, là, la pluie. Fait que je me disais, oups, ça va peut-être être pas facile, mais c'est peut-être du fait ce matin. Fait que on se prépare. Mais moi, mon rôle, c'est de préparer les gars pareil. Fait que moi, je leur disais, écoutez, préparez-vous à jouer, puis il faut que vous soyez dedans. Là. Puis quand je suis arrivé au clubhouse, les gars sont. Je sais pas s'ils étaient chauffés, je me rappelle plus, je pense pas. Hein. Même pas chauffés. Puis moi, je parlais, j'étais quand même impliqué au niveau canadien, fait que j'ai parlé à plusieurs coachs, puis on le savait pas mal que ça allait se terminer là. Fait que on était contents. Les coachs me félicitaient avant même que ça soit annoncé. Fait que moi, je fais quelque chose, Mathieu, dans le fond, parce que la rencontre, là, du premier soir après la première ronde, là, dans la chambre, moi, je m'en rappelle très bien. Fred et Clément, ils n'ont pas l'air à trop s'en rappeler. Et dans le fond, justement, vu que Montréal est leader, ça allait comme... disons que la rencontre, il y a eu des choses qui se sont dites, il y a eu quelques mots assez directs. Puis Fred n'était vraiment pas content. Puis le fait que c'était Montréal qui leadait, ça nous a comme... On dirait qu'est-ce qu'on veut, mais Montréal-Québec dans tout, il y a tout le temps une rivalité de plus. Ouais. Mais tu sais, tous les gars, on se regardait pendant que Fred faisait son speech. Son speech, on était là, Fred, inquiète pas, on les a. Puis le lendemain, on est parti en feu, puis à partir de là, on l'avait. C'est parti. Ça a été quoi l'impact de cette victoire-là sur le programme de golf Rouge et Or, Frédéric? Ben, l'impact était majeur dans le sens où même à l'intérieur de notre propre famille Rouge et Or, on commençait à être au moins, je dirais pas reconnu, mais je dirais connu. Comme je disais, dans le fond, toutes les équipes, ou à peu près toutes les équipes du Rouge et Or sont très performantes. On a un programme qui est reconnu à travers le Canada. Puis, le golf, évidemment, c'est pas un sport qui est très connu, c'est pas un sport qui est suivi, évidemment, c'est pas un sport spectacle, donc c'est pas un sport d'équipe non plus, c'est un sport individuel. Fait c'est certain qu'à l'intérieur même de nos murs, on a eu quelque chose de bénéfique, bien dans le fun. Nos bénévoles, qui sont chez le conseil d'administration aussi, étaient vraiment contents. On a enlevé beaucoup de pression, je dirais, parce qu'il y avait des attentes pareilles. Je veux dire, les gens s'investissent, les gens donnent leur temps, donnent leur argent même, puis même les joueurs aussi s'investissent beaucoup. Fait que ça a fait comme descendre la pression, puis ça nous a donné confiance pour les autres années. Puis le recrutement aussi après ça, je ne dis pas qu'il est facile, mais il est plus facile un petit peu. Moi, je l'ai moins connu parce que moi, je suis parti en 2012. Alors, c'est Mathieu qui a plus continué cet élan-là. Mais, ou Élie, je pense que c'est Élie même qui a pris ma place là, à ce moment-là. Fait que le recrutement à l'étranger, il était probablement un petit peu plus, je ne dirais pas facile, mais il y avait quelque chose à... On avait quelque chose. Une belle vitrine pour le club. C'était une très belle vitrine pour le club. Tu peux avoir la chance d'intégrer la meilleure équipe au pays. Oui, c'est ça. C'est plus facile un petit peu. Moi, je vois ça de même. Puis les joueurs, ben écoute, les gars s'en parlaient. Les gars, même au Québec aussi, les gars s'en parlaient. Allez à Laval si vous voulez aller continuer votre sport. Allez pas nécessairement aux États-Unis parce que on se battait, oui, on voulait chercher du monde à l'extérieur, mais on voulait garder nos meilleurs Québécois chez nous au lieu qu'ils aillent signer dans une université américaine. Mm-hmm. Alors ça aussi, ça leur a aidé là, beaucoup à garder nos jeunes chez nous. Là. Et pour toi, Clément, ça représente quoi cette victoire-là dans tes souvenirs, dans ta vie de golf?
Ça a été un passage extraordinaire. Justement, moi, j'ai fait 2 ans à l'université, puis ça a couronné le tout de la meilleure des manières, puisque ça faisait 2 ans qu'on se préparait très fort pour ça. Puis, on a été, d'être les premiers, c'était quelque chose aussi, puisqu'on savait que, justement, comme Fred disait, tout le monde s'investissait aussi bien au niveau du conseil d'administration que les bénévoles, que les joueurs, les entraîneurs. Donc, c'était une consécration. C'est un souvenir formidable d'être les premiers. Puis ensuite de ça, de donner confiance aux autres générations, de se dire, c'est à vous de prendre le relais maintenant. Et maintenant, ça a été fait une fois, c'est à vous de le faire une deuxième fois, et puis de continuer d'en gagner le maximum par la suite. Mais moi, ça aurait eu un impact. Ça aurait eu un impact, on va dire, émotionnel, marquant, très marquant. Je vais m'en souvenir tout le temps de cette victoire-là, puis justement de tout ce que ça aura appris pour pouvoir le faire. Ouais, ça aurait été très bien, très, très, très nice. Et évidemment, tu l'as dit, il y a d'autres générations qui ont repris le flambeau. Il y a eu une victoire en 2012, championnat canadien. Il y en a eu une autre en 2017. Mais ça fait 10 ans aujourd'hui et vous serez toujours à jamais au cœur de cette première conquête du championnat national pour le club de golf Rouge-et-Or. Clément, Frédéric, merci d'avoir replongé dans vos souvenirs de la conquête 2010 avec nous. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci à vous autres de reparler, de revivre ça. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est le fun. Honnêtement, quand tu m'as appelé, c'est Mathieu Paradis qui m'en a parlé, là, puis quand tu m'as appelé, pour moi, c'est mon meilleur souvenir de mes 13 ans comme entraîneur. Alors, c'est facile d'en parler, je te dirais. C'est le fun. Super. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez aimé, d'ailleurs, on vous invite à partager cette publication-là. Puis on se dit à bientôt pour notre prochain voyage dans le temps au sein de la voûte Rouge-et-Or. Ciao!